Merci d'être avec nous à travers les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Il est 8h et vous êtes à votre émission d'analyse et de décryptage, 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci également à vous qui nous suivez en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour aussi messieurs les juges, Fraba Bonabougma. Bonjour Président, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, 3 sujets retiennent l'attention des juges. Le premier est relatif à la sortie de la FSINTER, Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Elle a dans un communiqué dénoncé les réformes en cours sur l'organisation des examens scolaires et apporte officiellement son soutien aux élèves en lutte. Affaire Mosquée de Pazani, le gouvernement tranche et attribue le terrain litigieux à la Fédération des associations islamiques. C'est le deuxième sujet enrôlé pour cette convocation et vous aurez la lecture des juges. Nous allons enfin nous intéresser à la lutte contre la fraude et la contrefaçon avec la saisie de 10 000 pains industriels contrefaits importés et imprimés au motif du Faso d'Anfani. Comme je l'ai dit, nous allons décortiquer sur tous ces sujets-là, mais ça sera après la première rubrique, les avant-propos. Pour les avant-propos, nous allons écouter ce qui a retenu l'attention du juge Bougma. Mon avant-propos va concerner le traditionnel rapport prospectif que la CIA transmet à tout nouveau président qui monte au pouvoir et qui situe sur une certaine période ce qui pourrait arriver. Donc ce sont des simulations, c'est un travail de renseignement bien fourni, de prospection et puis de projection pour déposer sur la table du nouveau président. Et puis c'est un rapport qui est déposé chaque 4 ans, donc ça tombe bien, soit vous êtes réélu ou vous venez d'être élu et vous prenez effectivement le rapport pour effectivement faire connaissance de ce qui va se passer. Et donc déjà dans le dernier mandat d'Obama, il lui était annoncé que au plus tard 2025, il y allait avoir effectivement, il y avait le risque en tout cas d'une pandémie qui planait à l'échelle mondiale. Donc avant, le rapport situé avant 2025. L'actuel, effectivement, situe les choses, mais c'est jusqu'en 2040. Donc, il y aura un regain pour les activités, donc les questions liées à l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses seront facilitées sur le plan numérique. Les rendements agricoles vont être améliorés. Sur le transport, il y aura beaucoup d'améliorations par rapport au transport, aux soins et puis en tout cas au cadre de vie. Mais en même temps, il y aura cette répercussion là également sur le mental, les questions d'hygiène, parce qu'il y a aussi le risque à ce niveau-là. Et ce qui est aussi donné de constater dans ce rapport, la CIA dit clairement qu'il y aura ce risque-là par rapport au réchauffement climatique, lui va continuer, les effets du réchauffement climatique vont continuer. Et Son dit clairement que les pays qui dépendent surtout de la pluviométrie pour l'agriculture devront trouver rapidement d'autres solutions. Sinon, dans 10, 15 ans, 20 ans, ça va être un problème. N'en parlons pas effectivement de 2040. Donc quand on lit le rapport, il y a des éléments qui sont édifiants, qui sont très bien, on est content, mais il y a un pan aussi parce que le développement, les avancées aussi ne vont pas sans conséquences. Donc il y a aussi ce pan-là avec les conséquences qui pour certains sont apocalyptiques. Bon, c'est vrai que les annonces apocalyptiques, après on ne voit rien venir ou on ne voit pas réellement ce qui est annoncé, mais il y a une part effectivement de vérité là-dedans. Quand on observe ce qui est en train de passer actuellement avec cette chaleur torride, cette année 2021, on n'a pratiquement pas eu de froid, donc on se pose un certain nombre de questions. Donc, et moi j'ai toujours dit pour notre agriculture, ce n'est pas une affaire de réforme, de changer des ministres ou de payer des tracteurs. Tant qu'on ne maîtrisera pas l'eau et que nous allons compter sur une goutte d'eau qui doit tomber des nuages, on aura toujours un problème sur le plan de l'agriculture. Vous avez beau payer les tracteurs, livrer les intrants agricoles, engrais et tout, former un personnel prêt à employer comme on appelle l'appareil le plus sophistiqué pour gratter la terre et obtenir une récolte s'il n'y a pas une goutte d'eau, tout ça c'est rien. Priorité à la maîtrise d'eau. Donc le rapport le dit clairement. Donc pour les pays dépendants de la pluviométrie pour leur agriculture, ça va être très difficile pour eux.
l'Afrique subsaharienne est citée, les pays latino-américains également sont cités, c'est pas nous seulement, et certains pays asiatiques. L'autre aspect aussi, c'est que cette avancée technologique présente un autre risque, c'est l'utilisation pour des actes terroristes d'une autre ampleur par rapport à ce qui va se passer. Donc il y a aussi ce travail de prévention à faire sur tous les plans. Bon, c'est vrai que c'est des rapports que nous on n'a pas, ça fuite par moments, certains ont, mais nos États par rapport à la prospective, on est où? Le document prospectif Burkina 2025, il est pratiquement fini parce que tous les autres projets de développement, comment on appelle ça, SCAD 1 et 2, pour terminer avec le PNDS, en plus de ce qui va venir et tirer de cette matrice-là. Mais 2025 est fini. La Côte d'Ivoire a déjà bouclé 2040, a commencé à appliquer. Nous sommes en train de réfléchir pour 2060. C'est-à-dire, sur le plan prospectif, on est même toujours en retard par rapport à ce qui avait donné après 2025. Actuellement, le prochain plan devait être pour 2040, mais on était obligé de repousser à 2060, histoire de nous conformer à l'évolution. Donc, espérons qu'on saura regarder là où il faut et mettre les hommes qu'il faut et les moyens qu'il faut pour pouvoir avancer. Merci pour cette analyse, Juge Bourgman. Nous allons à présent écouter l'avant-propos de Juge Var. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner les nouvelles venues d'Abidjan. On savait que le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, était en terre des Burnis et on comprenait très clairement qu'il y avait là-bas un Burkinabé devenu ivoirien, disent certains, mais qui compte pour beaucoup dans l'histoire du pays et dans la question de la réconciliation nationale, Blaise Compaoré. Et on fait savoir qu'ils ont pu se rencontrer en présence du président ivoirien lui-même, Zéphirin Diabré, accompagné de son juriste, et que les questions évidemment ont tourné sur la réconciliation nationale et puis le dossier aussi Sankara, parce que quoi qu'on dise, Blaise Compaoré et 13 autres personnes sont accusées de complicité d'assassinat et d'atteinte à la sécurité de l'État, et l'enquête, on sait, c'est terminé. Maintenant, c'est devant le tribunal militaire que les choses vont se faire. On attend une date d'ouverture du procès et puis on va y aller. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on doit se réconcilier avec des personnes aussi qui ont à répondre devant la justice. Je disais au début que la question de réconciliation nationale, celui qui doit se la charge comprendra que c'est une vraie patate chaude. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilité dont on doit tenir compte, et je regarde comment c'est en train d'être manœuvré, mais je suis convaincu que de Ouaga, beaucoup suivent aussi la chose, se demandent, ok, vous avez discuté, mais qu'est-ce qui sera arrêté? Comment est-ce que l'homme pourra participer à cette réconciliation nationale-là? Et moi, il y a aussi une question aussi majeure pour beaucoup. Face à la justice, qu'est-ce qu'on fera? Donc, on attend de voir, mais c'est un pas, c'est un fils du pays, et il aura son mot à dire et il a sa contribution à apporter. Maintenant, face à l'histoire aussi, il y a à répondre à un certain nombre d'éléments. Ça, il ne faudrait pas que ça passe par perte et profit. D'accord. Merci, messieurs les juges. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, l'équipe technique aussi bien à la radio qu'à la télé. Alors, nous allons rentrer, après les avant-propos, dans le vif du sujet. Je l'ai dit, 3 sujets ont été retenus pour cette dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Et le premier, je le disais, est relatif à la sortie de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Alors, il faut dire que la FSINTER, dans une déclaration en date du 6 mai 2021, hier donc, s'est prononcée sur la situation, en tout cas la crise qui secoue actuellement le système éducatif burkinabé. Et quand on écoute la FSINTER, les réformes en cours concernant l'organisation des examens scolaires est qualifiée de forfaiture et apporte officiellement son soutien aux élèves en lutte. Juge Bourgman, après une telle sortie, est-ce qu'on peut être surpris? Non, on ne peut pas être surpris parce que quand nous avions reçu l'un des représentants de ce syndicat, aux premières heures de l'annonce de cette réforme, il avait dit rejeter en bloc toutes les initiatives dans le cadre de cette réforme. Donc ils disent que d'ailleurs, il rejetait, il n'était pas d'accord avec
réforme et soutiennent également légitimement ceux qui luttent pour cela. Maintenant, n'avait pas affiché, c'était pas officiel, donc c'était d'abord un soutien moral et tout, mais cette fois-ci, bon, c'est un soutien officiel qui est annoncé. Donc, mais la réalité aussi, je dis bien, c'est sans surprise parce que par rapport au discours qui avait été tenu ici et ce qui a été donné de voir, ce n'est que la confirmation de ce qui se passait. Parce qu'ils l'ont dit, je dis bien, ils l'ont dit, il avait déjà dit sur le plateau. Alors, depuis quelque temps, on l'a dit, on assiste à des affrontements entre élèves et forces de l'ordre, justement dans le cadre de ces revendications des élèves-là. Finalement, après cette bénédiction, on va dire comme ça, de la FCINTER, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un durcissement du ton, finalement à un enlisement de la crise, juge va? Oui. C'est clair que on se rend compte que les positions sont beaucoup plus dures et qu'il y a un front qui est en train de se mettre face à la volonté de réforme, notamment du ministre. Et donc ça augure pour moi de crispation, ça augure de blocage. C'est ce qu'on pourrait dire. Maintenant, la première question que vous posez, pour moi aussi, je rejoins Bernard, c'est vraiment sans surprise. Parce que quand vous regardez au fond, c'est quoi? Vous avez des acteurs des systèmes concernés par des réformes qui partagent un point de vue, mais qui depuis regardaient faire. Quand on voit les élèves qui sont sortis, c'est le rejet clair. La FCINTER, le rejet n'était pas voilé. Maintenant, tout le monde regardait comment est-ce que les enfants se comportaient un peu dans la rue, comment est-ce qu'ils démontraient leur rejet de façon claire. Maintenant, il y a les actes qui sont posés, et puis il y a un peu le regard critique que les uns et les autres posent. Non, c'est pas normal, des jeunes ne devraient pas faire ça, les enfants c'est pas leur rôle. Et d'autres qui disent aussi, non, on ne peut pas faire un certain nombre d'éléments sans quand même tenir compte pas forcément de la vie, mais sans le faire accepter. Parce que pour qui ça va s'appliquer. Et donc, là-dessus, à un moment donné, on connaît comment ça fonctionne, et les syndicats. Et je suis désolé, mais il y a toujours des vases communicants. C'est-à-dire que la FCINTER et les mouvements d'élèves que vous avez, il y a des vases communicants, il ne faut pas en va se leurrer. Donc, bon, la question que je me posais, c'est jusqu'à quand ils allaient rester à ne rien dire. Ils ont passé un pas logique pour moi, et c'est juste l'aspect publié de ce que nous savions déjà. D'accord. Alors, avant cette sortie de la FCINTER, on a vu aussi le soutien qui a été apporté à ces élèves-là par la classe politique, notamment l'opposition. On a vu cette déclaration de Eddy Kombouego qui estime que la lutte elle est légitime. En face, au niveau du ministère, on estime qu'on n'a pas à discuter avec les élèves sur comment ils doivent être évalués. Donc, finalement, les positions sont tranchées. Comment vous voyez la suite de cette crise-là? Bon, il y a des points sur lesquels on peut être d'accord avec le gouvernement, donc à travers le ministère, les techniciens du ministère et tout, c'est par rapport aux questions d'évaluation. Donc par rapport à asseoir un élève, pour que vous puissiez vous convenir de comment est-ce que vous allez l'évaluer, bon, pour nous tous qui avons été à l'école, j'avoue que c'est pas aussi simple. Vous êtes au primaire, le maître vient vous demander si vous voulez être noté sur 5, vous voulez qu'on fasse les compositions au premier ou deuxième trimestre. C'est pas aussi simple. Vous arrivez au secondaire, la façon dont vous allez être évalué, bon, j'ai dit, pour ça, pour que les élèves viennent s'asseoir et dire comment est-ce qu'ils veulent être évalués, dans le corps enseignant, en tout cas les enseignants avec qui j'ai évoqué la question sont formels. Bon, sur ce point, ils ne peuvent pas être d'accord, parce que ça ne tourne d'aucun sens. Sur les autres aspects, oui, mais sur la question de l'évaluation, comment est-ce qu'ils doivent être évalués, c'est avec les partenaires sociaux, les syndicats, oui, parce que ces partenaires sociaux sont en même temps des syndicats, des encadreurs de l'enseignement, ça oui. Mais l'élève lui-même, sur comment est-ce qu'il doit être évalué, vouloir être associé à cette discussion, non. Parce que il n'a pas encore les prérequis pour élaborer un programme d'enseignement, un contenu d'enseignement, le préparer et venir le dispenser, et pouvoir fixer des critères d'évaluation pour dire si l'enfant a ceci, c'est que c'est. Donc ça, pour un apprenant, c'est déjà
Et avec surtout que nous avons tous travaillé à ce que le niveau du système éducatif aujourd'hui ne soit pas à la hauteur des enjeux. Vous regardez les élèves s'exprimer, voilà. Donc pouvoir prendre part à ce niveau de discussion là, c'est très compliqué. Donc j'ai dit sur les autres aspects de la réforme, je suis d'accord. Mais sur les questions d'évaluation, et là le ministre est formel, ça ne peut pas, c'est pas possible. Ça, le ministre dit, il n'est pas question d'asseoir des élèves pour discuter sur comment est-ce que les élèves doivent être évalués. Et ça, même les enseignants sont d'accord avec cet état de fait. Maintenant, il y a la réforme en elle-même. Il y a des éléments du contenu de la réforme en elle-même qui fâchent. Ça, effectivement, on peut comprendre. Par rapport au choix des sujets, c'est un seul sujet. Maintenant, pour l'histoire, géographie, je pense que également pour SVT, alors qu'avant c'était 2. Le ministre dit qu'il n'est pas question. Et bon, là, ils disent comme c'est une compétition. Qui dit compétition dit que vous partez sur les mêmes critères au départ. Mais s'il y a une possibilité de choix du sujet, en fonction de ce que cela peut offrir comme facilité, l'aspect compétition n'a plus son sens. C'est ce que les techniciens du ministère expliquent. D'où le fait que maintenant on prend un seul sujet, tout le monde traite ce sujet et à l'évaluation, on sait que tout le monde a traité les mêmes sujets. Et c'est encore plus facile de faire, comment on appelle ça, l'évaluation, comme la sélection à travers la compétition. Sauf que les autres ne veulent pas l'entendre parce qu'ils disent qu'au second tour, alors que ces matières-là ne viennent pas au second tour, selon également les explications des techniciens du ministère. Donc, en même temps, c'est un dialogue de sourds par rapport à cette situation. Est-ce que certains élèves comprennent même les enjeux? C'est pas évident. Je le dis parce que j'ai modéré un panel où des représentants des élèves là, au plus haut niveau ont étalé un certain nombre de choses. Il y avait le directeur général, comme on appelle ça, qui s'occupe des questions de l'éducation, donc des questions de réforme, qui a essayé d'expliquer carte sur table les forces et les faiblesses effectivement de la réforme. Mais effectivement, quand vous écoutez l'ensemble des partis, à un moment donné, vous savez qu'il y a une information qui n'est pas très bien passée, il y a une communication qui n'a pas été très bien donnée pour que les uns et les autres comprennent les enjeux, et nous sommes dans une telle situation. Mais le tout, je pense que c'est beaucoup plus lié à la crise de confiance. Parce que quand entre les acteurs, parce que quand dans cette même salle, le directeur général dit le baccalauréat reste le premier diplôme universitaire. 2, il n'y aura pas un quelconque test d'entrée à l'université. Les élèves répondent en chœur. On n'est pas sûr. C'est pas vrai. Il dit c'est pas vrai. Il dit c'est pas vrai. Il dit c'est pas vrai. Donc il y a beaucoup. Je pense que le vrai problème c'est beaucoup plus lié à la question de la crise de confiance qu'il y a entre les acteurs. S'il n'y avait pas cette crise de confiance, on n'en serait pas là parce que il est même dit que des élèves qui sont issus d'autres pays où le baccalauréat est organisé par l'équivalent du MENA-PLN là-bas viennent avec le bac à l'université de Ouagadougou et ce même bac il est accepté. Organisé par l'équivalent du MENA-PLN là-bas. Et il n'y a pas de problème. Et donc, le gouvernement dit, nous ne pouvons pas accepter ce bac-là, qui vient d'ailleurs organisé par l'équivalent de ce même ministère, accepter ça, pour des gens qui sont venus d'ailleurs avec, et refuser ce que nous-mêmes nous allons produire, comme on appelle ça, au plan local ici. Et la même réponse, on n'est pas sûr, on n'a pas confiance. Donc, voyez-vous, j'ai dit, il y a cette crise de confiance entre les acteurs qui atteint certains niveaux et qui fait que c'est très difficile dans ces conditions-là de pouvoir se comprendre parce que l'aspect confiance est très important. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on regarde de très près la déclaration de la FCINTER, il y a aussi des propositions. Et je demande pourquoi ne pas réverser ces réformes-là au niveau des débats concernant les assises nationales sur l'éducation qui sont actuellement en préparation. Est-ce que vous comprenez cette proposition? Est-ce que c'est une option aussi à prendre en compte? Bon, quand j'ai lu la déclaration de la FCINTER, c'est bien cette question-là qui pour moi mérite qu'on s'y arrête. Ils disent on peut se demander pourquoi les réformes contre lesquelles s'insurgent les élèves ne pourraient-elles pas attendre ces fameuses assises. Je crois que ça, c'est pertinent.
Parce que les assises, c'est pour se pencher de façon profonde sur le système éducatif en lui-même, parce que le ministre, quand il égrenait les raisons pour lesquelles il voulait ces assises-là, c'est parce qu'il pensait que le système en lui-même, de façon profonde et structurelle, devait être repensé, s'approprier de notre système et puis lui donner le contenu qu'on veut pour qu'on ait à la fin des formés qui soient à l'image de ce qu'on veut comme produit, qui répondent à la demande qui est la nôtre et qui soit vraiment arrimé à nos besoins. Pas calqué sur un système hérité de la colonisation, comme il disait. Mais ça, si on doit le repenser, même la réforme du baccalauréat, du BEPC, ça devrait y entrer. Donc, quand il pose la question pourquoi se hâter à le faire avant les assises, je trouve que c'est pertinent. Et si ça coince autant, pourquoi ne pas élargir les discussions et les reverser dans l'espace que vous avez voulu pour être celui par excellence de la discussion, notamment des problèmes du secteur éducatif. Ça, pour moi, c'est très pertinent. Maintenant, bon, il y a d'autres points aussi parce que quand vous regardez dans ce qu'ils ont donné donc comme élément, vous vous rendez compte aussi qu'ils ne sont vraiment pas du tout tendres avec le ministre Ouareau, qu'il qualifie d'ailleurs de fossoyeur. Il y a beaucoup d'autres mots qui viennent comme ça, mais je dis quand vous lisez, il y a quand même cet avis-là qui pour moi est très pertinent. Quand ça coince, quand ça bloque, il faut avoir quelquefois il faut avoir peut-être l'attitude d'être quand même un peu plus large et se dire bon, le plus important c'est l'acceptation. Vous savez, il y a ce vieux dicton-là, ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi. Le problème n'est pas que ce soit bon ou mauvais. Le problème, c'est peut-être la dynamique d'acceptation qui n'est pas prise en compte. Auquel cas, quand on est convaincu du caractère positif en termes d'impact, de la dynamique qu'on est en train d'implémenter, on se dit bon, donc ok, moi je veux faire ça pour vous. Je me dis que c'est bien pour nous tous. Maintenant, si ce n'est pas bien accueilli, ok, discutons tranquillement de la chose. Et d'autant plus qu'il y a des assises qui viendront pour cela. Pourquoi ne pas attendre? Et puis décrisper un peu les choses aujourd'hui. On a des examens qui doivent, de fin d'année, qui doivent arriver très bientôt. On sait nos années scolaires comme elles se font en dents de scie, avec les rendez-vous annuels qu'on connaît, certaines dates qui font sortir tout le temps les élèves, et puis aussi les revendications de syndicats et autres. Aujourd'hui, on est à quelques mois, pour ne pas dire semaines, d'examen. Et le blocage qu'on est en train de voir, ça risque d'impacter. Je dis, est-ce qu'on ne pouvait pas s'en faire l'économie et se dire, bon, écoute, on va reverser dans un moment plus large qui est celui des assises, et puis on discutera, on verra. Je pense que dans ces assises-là, il y aura et les acteurs du monde éducatif, bon, tout le monde, je veux dire, avec tous les acteurs, les techniciens du ministère, et les enseignants qu'on a, les syndicats et tout, ça pourrait être discuté là-bas. Et pour moi, ça, je le dis encore au risque de me répéter, pour moi, ça, c'est quand même un avis assez pertinent. Maintenant, quand vous voyez aussi la FCINTER, avant de dérouler et rappeler un peu les griefs que le syndicat a contre le ministre, ils mettent sur le dos du ministre tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Ça veut dire que même le malheureux événement qu'on a eu avec la mort d'un enfant à Kongoussi, dit ça, c'est le ministre qui l'a fait. Et il parle de sortie courageuse et assumée, notamment des élèves. Bon, ça, c'est un avis qu'on peut avoir. Mais je pense que ce que nous, on a vu là, c'est pas joli. Ça, il ne faudrait pas qu'on appelle ça autrement. D'accord. C'est des choses qu'on ne veut pas voir. Maintenant, si c'est vrai qu'il y a une réforme qui pose problème et tout, mais il y a des types d'expressions que nous voyons qui ne sont pas forcément intéressantes à voir. Alors, le juge Voa le disait, avec cette crise-là, on a déjà eu un cas malheureux, un décès à Kongoussi. Presque chaque 2 jours, nous voyons les affrontements entre forces de l'ordre et élèves. Parmi les élèves qui ont été arrêtés, on nous parle de manifestants non-élèves, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir vers la table de discussion quand on voit les dérives, justement, constatées pendant ces manifestations-là? Mais sur cette table de discussion, c'est pour discuter de quoi? De l'évaluation ou de toute autre chose? Parce que le ministère est clair, il est formel. Je ne peux pas discuter avec des gens que moi je vais évaluer. Et on n'en a jamais vu. Bon, par rapport à ça, le ministère est formel sur cette affaire-là. Mais maintenant, c'est de quoi est-ce qu'on va parler? Sur les autres aspects.
Le gouvernement s'est expliqué. Je pense que, j'ai dit, moi, je reste sur ma position que ce n'est pas tant les réformes qui posent problème, c'est la confiance entre les acteurs. Vous dites à quelqu'un, la qualité du diplôme ne sera pas remise en cause. Ce n'est pas parce qu'il est organisé par X ou Y que sa qualité est remise en cause. Il n'aura pas un test d'entrée à l'université. Ça ne va pas être comme entrer, comme on appelle ça, entrer en 6e ou entrer en seconde. Malgré tout, il dit que lui il n'est pas sûr que tu dis la vérité. Ça, c'est la conséquence de manque de confiance. À partir de ce moment-là, de suspicion en suspicion, parce que chacun revendique la mauvaise foi au nom de la mauvaise foi de l'autre. Et au Burkina, c'est comme ça que ça fonctionne. À partir de ce moment, qu'est-ce que vous allez vous dire encore autour d'une table de discussion? À moins de dire, bon, c'est abrogé. Parce que vous n'allez pas aboutir à quoi que ce soit. Maintenant, on a eu un passé. Le système LMD. Quand le LMD est arrivé au Burkina, on a vu ces mêmes cas-là. D'abord discussion, après il y a eu des conflits ouverts, des manifestations ouvertes et tout. Les syndicats des enseignants est rentré dans la danse. À la fin, la conséquence a été quoi? Des années qui se chevauchent. Demander aux étudiants sont à quelle manière cette année. Donc un chevauchement des années, mais un système LMD qui est maintenu dans des conditions très difficiles. C'est vrai que les mesures qui devraient accompagner le système LMD n'ont pas suivi. Et quand l'université de Ouagadougou commençait le LMD, les instituts privés étaient déjà en avance. Donc c'est vrai que les questions de logistique par rapport à la connexion Internet, parce qu'un volume important maintenant du travail revient à l'étudiant qui doit faire des recherches. C'est ça également l'autre aspect du LMD dont on parle peu. Donc la question des infrastructures pour le LMD, elle n'a pas vite suivi. Mais on a aussi passé le temps à contester la réforme à chercher les voies et moyens pour une implémentation efficace. Le gouvernement a passé son temps à s'expliquer. Les syndicats d'élèves, étudiants et comment on appelle ça, et d'enseignants se sont vraiment opposés à travers les manifestations. La conséquence aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a comme et comme on appelle ça, limite à l'université. Donc la crainte, c'est que nous risquons de faire la même chose dans une crise de confiance où, je dis bien, l'un et l'autre revendiquent le droit à la mauvaise foi au nom de la mauvaise foi de l'autre. J'ai dit, on rentre dans un cycle, dans un cercle de dialogue de sourds et on ne sait pas finalement quelle va être la meilleure solution. D'accord. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que maintenant que c'est la FSINTER qui a acheté la bagarre, je pense que quand même on peut commencer à avoir légitimement un interlocuteur sur cette affaire. Parce que les élèves disent que les parents les ont trahis. Puisque les parents ont dit non, ce que vous demandez, nous on ne peut pas vous soutenir dans cette posture, c'est pas possible. Et ils disent que c'est de la trahison des parents. Ah, il y a un problème. Tu encourages, regarde, ton papa même te dit, je ne peux pas aller avec toi, et puis ça devient, accuse le papa de traître. Donc là même déjà, voyez-vous que maintenant avec la FSINTER, qui est suffisamment organisée, non seulement ça permet d'avoir une couverture pour les élèves, maintenant par rapport à ceux qui ont été effectivement arrêtés, si on va aller devant la justice, cette FSINTER peut se constituer partie civile. En réalité ce n'est pas rien, il y a quand même ce calcul là aussi qui va permettre de servir de couverture et de bouée de sauvetage pour ces élèves. Et certains ne sont pas des élèves, maintenant qui va assumer la paternité de ceux qui ne sont pas élèves et qui s'y sont retrouvés? Monsieur était ici dans son kiosque, il a vu des élèves qui manifestent et puis pouf, il s'est levé et est allé. Ou comment est-ce qu'il s'y est retrouvé? À Koudougou également, il y a des cas pareils. À Kongoussi, il y a eu un mort qu'on n'a pas encore élucidé. Est-ce que nous allons continuer pour la réforme d'un diplôme qui date de 213 ans, dont la première composition date de 212 ans, liée à la culture, à l'histoire d'un pays, dont nous dénonçons d'ailleurs les visées impérialistes chez nous? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence à un moment donné d'ailleurs avec nous-mêmes? Si nous allons nous interroger en toute lucidité, autant on ne rejette pas en bloc ce qui vient de l'extérieur, autant il nous faut nous adapter et innover. C'est d'ailleurs le titre du rapport de la CIA dont je parlais en avant-propos dit adaptation et innovation. Il nous faut nous adapter et innover pour avancer. Mais même l'adaptation pose problème parce que nous rejetons tout en bloc. Mais quand on veut même innover dans ce que nous avons mal greffé ou on a mal adapté, ça passe difficilement. Parce qu'on a une façon de faire
notre politique, on a une façon de faire notre opposition, on a une façon de faire notre syndicalisme qui à un moment donné nous dessert parce qu'on n'a plus la lucidité pour regarder l'autre, pour trancher. On n'écoute pas l'autre pour le comprendre, mais on l'écoute pour répondre. D'accord. Donc quand vous écoutez quelqu'un pour répondre, vous allez chercher un point pour dire voilà. Donc est-ce que nous sommes, c'est pourquoi j'ai dit nous sommes pratiquement effectivement dans un système de dialogue de sourds. On a continué de former comme ça nos élèves. Ça n'a pas marché. On a une pile d'enfants non travailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas revoir conséquemment le fond? Réaction rapidement, juge Va. Oui, ce que Bernard dit est très intéressant et dans ce qui est en train de se passer, il y a plusieurs éléments aussi qui sortent. Quand vous regardez dans l'expression du rejet et dans l'obligation du ministre à peut-être revoir sa copie ou à stopper ou en tout cas revoir d'une façon ou d'une autre la dynamique dans laquelle il est, c'est l'expression dure des élèves et ce qu'on voit un peu partout à Ouaga et ailleurs. Sinon, la FCT qui soutient les élèves n'a pas fait c'est-à-dire à part les plateaux et peut-être les écrits, n'a pas fait autre chose qui pourrait être de façon hormis écrit, l'expression que bon, ok, on va organiser des marches pour ça, on va faire ceci, parce que le contexte même est devenu un peu plus compliqué pour ce type d'expression-là. Donc, les sorties d'élèves, les élèves aujourd'hui, ça fait du bien au syndicat. Il ne faudrait pas qu'on se le... Et je pense que quelquefois, lorsqu'on parle de manipulation, ça les horripile d'une façon terrible. La preuve, je vous prends un pan de ce qu'ils ont sorti. Ils disent les jérémiades de ceux qui sont à court d'arguments et qui développent la thèse farfelue et éculée de manipulation des élèves par les enseignants ne doivent point les détourner de ce devoir qui doit intégrer la construction d'unités d'action autour des problèmes de l'éducation et de la recherche. C'est-à-dire que quand on en parle, ça mais vous voulez qu'on dise quoi? Nous, ce qui est bien dans notre métier, on fait, c'est vrai, les interviews lorsqu'il y a des manifestations et tout, mais on est avec eux, on discute. Il y a beaucoup d'autres choses dont on se rend compte. Mais vous avez peut-être un dénominateur commun, le GG de certains points, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut au moins s'entendre sur un minimum. Il y a à réformer. Maintenant, comment et puis comment on y va? Je pense que ça, c'est ce que cette partie-là devrait comprendre. Et l'autre partie aussi, et je pense le ministre devait y mettre la méthode. Je dis, c'est pertinent quand le syndicat dit si c'est si bon, pourquoi est-ce que vous ne le réversez pas à un moment plus large de discussion que vous avez prévu et que vous dites être impérieux pour tout le monde? Donc ça se tient. Chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit, y compris les syndicats. Parce que il ne faudrait pas qu'on se leurre. Au discours qu'ils tiennent, il y a l'impact sur la réalité de posture des élèves. J'ai parlé de vases communicants, je le dis encore. Ce ne sont pas des entités, je ne sais pas, libres, sans lien et tout. Ils ne peuvent pas nous faire croire ça, c'est pas possible. Appelons un chat un chat. Il y a des vases communicants. D'accord. En tout cas, on a eu la lecture des juges là-dessus. Il est clair, la crise est profonde. Il faut forcément une solution pour sortir de cette situation. Nous attendons certainement une réaction du ministère par rapport à cette proposition, la reverser, pourquoi pas, cette réforme dans les débats des assises nationales. Nous allons attendre et scruter cette actualité, l'évolution qu'on peut en donner. Nous allons attaquer le deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. Je le disais à l'entame de l'émission que le gouvernement a définitivement tranché le conflit né de la destruction de la mosquée de Pazani. Alors, dans un communiqué en date du 6 mai 2021, l'exécutif a décidé d'attribuer le terrain litigieux à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Alors, juge Bougman, c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au regard de son côté assez sensible parce que ça touche aux religions. Quand on voit une telle décision, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut saluer cette décision ou bien il faut craindre un précédent dangereux comme certains l'ont dit? Les deux. Saluer parce qu'il n'y aura plus d'affrontement de mon point de vue. Mais, comme on appelle ça, déplorer aussi parce que ça crée un précédent dangereux. Et ce n'est pas le seul terrain litigieux où il y a un lieu de culte qui est implanté. Et ceux qui implantent le lieu de culte savent que le terrain, ce n'est pas pour eux, mais ils l'implantent quand même. Donc, il y en a eu pour des individus. Dans l'arrondissement 11, il y a eu ces cas-là après l'insurrection.
Mais ce qui a fait que ça n'a pas dégénéré, c'est que c'était des membres d'une même communauté. C'était des membres d'une même communauté qui avaient trouvé le terrain de quelqu'un qui rentrait prier. Donc, qui avait commencé, ça commence comme ça, hein, on dépose des pierres et après ça devient un bâtiment, un toit et tout. Puis bon, on installe des éléments de sonorisation et puis bon, c'est parti. Mais bon, ça a été facilement géré parce que les concernés partageaient la même, c'était les membres d'une même religion. Donc ça a été encore plus facile de se parler quand c'est comme ça. Mais là, c'est très différent parce que on a plusieurs entités. Vous avez Moussa Guigma, vous avez Jacques Ouedraogo, vous avez la FAIB. Puis le gouvernement, et bon, pour ne pas dire toute la classe dirigeante, parce que même le président de l'Assemblée nationale y est allé. Donc tous ceux qui sont, donc tous les pouvoirs également sont concentrés là-bas, parce que le pouvoir judiciaire a rendu son verdict, et c'est au nom de ce verdict-là que Maître Nabi, lui-ci, est parti pour la démolition des infrastructures. Donc la justice, c'est le gouvernement qui saute là-dedans pour dire qu'il n'était pas question par la voix de son porte-parole d'alors, M. Rémi Danguinou, donc le pouvoir exécutif. Et maintenant, le pouvoir législatif, à travers le président de l'Assemblée nationale, y est allé aussi pour s'exprimer. On dira que c'est la personne de Vala, mais s'il n'était pas panne, c'est pas évident qu'il y irait. Parce que le sceau de l'autorité avec lequel il est parti, c'est bien le président de l'Assemblée nationale. Donc finalement, tous les trois pouvoirs se sont retrouvés sur un terrain litigieux, sur fond de religion, alors que Jacques Ouedraogo disait que c'est pour une école. L'autre, c'était également pour implanter une école franco-arabe. Et puis bon, voilà. Mais à l'origine aussi, parce que si on oublie l'origine de ce problème, c'est qu'on est en train de traiter, nous sommes en train de prendre une autre direction, quoi. Parce qu'à l'origine, Jacques Ouedraogo, le sieur Jacques Ouedraogo était attributeur selon le travail qui a été fait par l'Observatoire par le cas, je cite. Selon nos informations, Jacques Ouedraogo était attributeur d'un terrain depuis 2009. Ce site lui a été retiré par la délégation spéciale de l'arrondissement 9 qui voulait y construire un CSPS. Et ça, c'est après l'insurrection d'ailleurs. Dans une lettre adressée au ministre de l'Économie et des Finances, le 3 novembre 2015, la délégation spéciale mise en place après l'insurrection populaire d'octobre 2014 a souhaité qu'un autre espace lui soit octroyé en compensation. Ce sera le fameux terrain numéro 00 du lot 27 de la section 1046 à Yagma-Pazani, objet de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2018. Le gouvernement était au départ à l'origine de ce problème. Et ensuite, avant cette date, cette parcelle aujourd'hui querellée n'était pas encore attribuée. Parmi la dizaine de demandeurs, il y avait Moussa Guigma, dont le dossier de demande n'a pas été fait en son propre nom, mais au nom de sa femme. Donc, Moussa Ouedraogo a demandé en son propre nom, c'est pas au nom de la FAIB. Jacques Ouedraogo avait un terrain que le gouvernement a pris pour aller construire CSPS et il lui a donné un terrain en compensation. Quelqu'un d'autre est venu, la justice rend son verdict et dit Jacques est bel et bien attributaire. Et avant cela, dans le même article, il a même été dit que les services de la police municipale, de l'urbanisation, sont allés demander à Moussa Guigma d'arrêter les travaux. Dans le même article, quand il était en plein chantier. Et donc ce ne sont pas les interpellations sommatives également qui ont manqué. Mais il est parti. Et finalement, là, lui, il est adossé. Maintenant, une structure, la FAIB est rentrée dans la danse. Il y a les jeunes qui sont sortis menacés violemment. Et puis bon, ça a pris une autre tournure parce que c'est une mosquée qui a été détruite. Donc c'était un lieu de culte à ces dieux, à ces halles qui a été touché. Voilà, dans l'imbroglio dans lequel nous nous sommes retrouvés. Donc finalement, le gouvernement, pour couper la part en deux, retroussait le terrain à la FAIB et trouvera un autre terrain pour Jacques Ouedraogo. Question. Et les investissements de Moussa Guigma, là, qui va payer? L'école franco-arabe, la mosquée, qui va dédommager Moussa Guigma? Et la FAIB ou l'État? Puisque il a mis de l'argent. Qui va dédommager Moussa Guigma? Maintenant, Moussa Guigma va se retourner vers la FAIB pour demander son dédommagement ou vers l'État burkinabé pour demander son dédommagement. Mais le terrain qu'on va donner à Jacques Ouedraogo, il est où? Parce que dans le communiqué que j'ai lu, ça n'a pas été précisé. On dit qu'un autre terrain lui sera trouvé. Où? Donc, c'est un précédent dangereux également en même temps, mais j'ai dit tous les lieux de culte qui occupent des espaces verts, des réserves administratives, on a créé un précédent dangereux pour ces cas-là. Parce qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Il y a dans un des arrondissements, le site même du commissariat prévu pour le commissariat, il y a une mosquée là-bas. Il y a, selon la direction de la police, qui est en train de négocier pour ça. Et il y a des églises également qui occupent d'autres réserves administratives ou liées à des choses comme ça. Et des églises également sont implantées dans certains lieux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je dis bien, on crée un précédent dangereux par rapport à une telle situation pour les cas comme ça. Parce qu'on dira, comme c'est un lieu de culte, on ne touche pas, il faut trouver un terrain ailleurs. Alors que dans la périphérie Ouagadougou, il n'y a même plus de terrain. Alors c'est ça aussi la réalité, quoi. Alors, juge, quand on voit le communiqué du gouvernement, qui reconnaît d'ailleurs que Jacques Ouedraogo est attributaire légal de cette parcelle-là, finalement, est-ce qu'on ne piétine pas une décision de justice? Non, on la piétine. J'aime bien dire appeler un chat un chat. On la piétine. Et puis, quand vous regardez, c'est complexe. Il y a la question de préserver quand même un certain nombre d'éléments, à savoir une certaine quiétude, un vivre ensemble, éviter qu'il y ait certains risques et tout. Mais c'est-à-dire que même quand vous tentez de trouver une solution, ça ne peut se faire sans léser. Parce que regardez au fond, on dit, monsieur Ouedraogo, c'est votre parcelle, vous la reprenez. Mais il y en a qui seront choqués par le fait que pour commencer à construire, il faut bien détruire la mosquée. Qu'est-ce qu'on dira? On a détruit une mosquée. Ce n'est pas, il a repris son terrain. Certaines sensibilités, ils verront la destruction d'une mosquée, point barre. Ce qui pour eux est insupportable. Donc, ce qui peut se comprendre. Vous dites, il y a une décision de justice qui dit clairement, c'est lui qui est l'attributaire de la parcelle, c'est lui le propriétaire. On dit, allez ailleurs. Parce qu'on a construit un lieu de culte. Donc maintenant, si on veut avoir tiré, on n'a qu'à aller construire des lieux de culte, quoi. Non, dites-moi. Tranquillement, j'arrive à construire ma chose et puis, donc c'est fini. Donc il y a un précédent. Je me rappelle, le ministre d'Andjinou, il était très mal à l'aise. Il dit, il y a une procédure qui a été lancée pour que l'État prenne la parcelle. C'est-à-dire, pour finir, on dit, bon, écoutez, c'est pas pour toi, c'est l'État, prend sa chose, après on va voir ce qu'on va en faire. Mais, même si vous avez repris, certaines sensibilités attendront de dire, bon, d'accord, ils ont repris, on va voir. Ils détruisent la mosquée ou pas? Ça pose un problème. Maintenant, après, il y a la leçon. Après, pour moi, il y a la leçon. Ça veut dire que, parce que c'est un lieu de culte, ou bien c'est un lieu de prière, on peut venir l'implanter sur la parcelle de quelqu'un comme on veut, et après, c'est sûr qu'on va le lui arracher, et puis lui va laisser débrouiller, on va trouver une solution. Ça crée un précédent. Et d'autant plus que nous ne l'aurons pas. Ce cas-là, c'est peut-être que celui-là, il y a un problème, ça fait beaucoup de bruit. Quand l'espace n'appartient pas vraiment à quelqu'un, c'est à l'État. Les espaces vides qu'on a et tout, les airs qui sont prévus pour que les quartiers puissent respirer. Vous réveillez un matin, il y a un lieu de culte là. Et quelquefois, vous n'êtes même pas fou pour venir vous en plaindre. Même la question des nuisances sonores. C'est des choses qui sont... Et quand je dis nuisances sonores, qu'on se comprenne, hein, c'est pas mosquée seulement. Il y a des orchestres, hein. Il y a des lieux de culte. C'est-à-dire, lorsqu'il y a culte, c'est un concert. Mais au nom du vivre ensemble, au nom de certaines sensibilités, c'est accepté. Il y a beaucoup de pays qui se sont assumés sur ces questions-là. Mais là-bas aussi, les sensibilités ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, la façon de percevoir un certain nombre d'éléments, ce n'est pas la même. Et puis, la légitimité à vouloir le faire, on ne l'exprime pas de la même façon parce qu'on n'est pas légitime de la même façon. Mais ici, on a l'impression qu'on marche sur ces questions, on marche comme sur des œufs. Je dis, c'est un précédent. Faut pas, on va passer par 4 chemins. C'est un précédent. Donc, on peut venir construire un lieu de culte sur la parcelle de quelqu'un et puis on lui trouve une autre. On le dégage, il n'a qu'à aller voir ailleurs, on va lui trouver un autre coin. C'est ce que ça donne comme leçon. Bernard posait la question de savoir tout à l'heure qui va dédommager Moussa Guigma.
quand vous partez construire quelque chose sur la parcelle de quelqu'un, après vous dédommage. C'est-à-dire là où vous êtes en train de construire, vous savez que c'est pas à vous. Si on vous dédommage, ça veut dire quoi? Vous aviez tous les droits de le faire. Mais la loi dit que vous n'aviez même pas le droit. Donc ça pose un problème. Et allons un peu plus loin. On le remet à la FAIB. Mais il y a quelqu'un qui a été lésé. Il y a quelqu'un à qui on a arraché une parcelle. Même si, après on remet ça à la FAIB, que dit de tous les litiges qu'il y a eu? Que dit du process? La parcelle là, même si la mosquée continue d'y être, quel exemple ça donne? Moi j'entends certains qui disent par exemple c'est haram, mais ils n'ont pas trop tort. Au regard de comment est-ce que les choses se sont passées. Parce qu'il y a quelqu'un à qui on a fait la force. D'accord. Alors, Juge Bourma, est-ce que ce n'est pas une occasion pour courageusement peut-être vider la question? Vous l'avez dit, il y a beaucoup de litiges autour de certains terrains liés aux lieux de culte. Il y a même des terrains à usage d'habitation qui sont transformés aujourd'hui en lieux de culte. Est-ce qu'il ne faut pas légiférer courageusement là-dessus et passer à autre chose? Ceux qui devaient gérer d'ailleurs cette affaire de façon courageuse ne l'ont pas fait, Président. J'ai dit, ils sont tous allés là-bas. La justice a tranché, le gouvernement rentre là-dedans, l'Assemblée nationale y va. Et finalement, qui va légiférer? C'est ceux qui portent le mécanisme de la loi là, qui sont là-bas. Pour trancher de façon courageuse, il faut être courageux. Je ne sais pas. Pour trancher de façon courageuse, il faut être courageux. C'est tout. Parce que dans le communiqué, là, c'est 3 points. Le premier point, ils disent que l'expropriation du terrain litigé pour cause d'utilité publique. Point 1. Et maintenant, point 2, l'attribution du terrain à la Fédération des associations islamiques de Burkina a l'effet de permettre la réalisation de toute infrastructure, toute autre activité en faveur de la communauté islamique. Et le troisième point, c'est la cession de M. Jacques Ouedraogo en guise de compensation. Mais l'avant-dernier paragraphe l'a dit quoi? Le gouvernement appelle chaque Burkinabé au respect strict de la législation et de la réglementation en matière foncière, quel que soit le motif invoqué. Mais le respect de la législation et de la réglementation, là, il y a une décision de justice qui est rendue. Et si on pousse loin, on estime qu'effectivement, Geoffroy l'a si bien dit, Moussa Yigma, quand on pose la question de qui va, comment on appelle ça, dédommager ou indemniser ce qu'il a déjà investi, comment il va rentabiliser tout et tout, si on estime que c'est de façon illégale qu'il a agi, donc il n'a droit à rien, ça veut dire qu'également, si force reste à la loi, si on doit aller loin, il doit également répondre. Si on doit aller loin dans le respect de la réglementation, on estime qu'il a tout faux, c'est qu'également il doit répondre parce qu'il a contribué à chauffer une république, à cristalliser des passions. C'était pratiquement une fatwa qui était lancée. Donc effectivement, on se pose des questions par rapport à une telle situation. Et lui, parce que j'ai dit, le précédent, ce n'est pas seulement la situation, mais il y a les acteurs qui regardent et qui sont auteurs aussi dans d'autres arrondissements, dans d'autres secteurs où ces mêmes cas-là, effectivement, on les retrouve. Donc, courageusement régler ça, je ne sais pas, parce que ça, ils l'ont réglé politiquement. Hein. Ils l'ont réglé politiquement. Maintenant, on est passé à autre chose. Chacun se frotte les mains. Et il y en a également qui disent à la FAIB, c'est haram, il faut remettre quoi. Parce que si c'est comme ça, bon... Et en même temps, bon, pour ceux qui se réclament des religions révélées qui forcent et qui occupent de façon indue des espaces pour le culte, est-ce que Dieu a demandé qu'on fasse la force à quelqu'un pour avoir un terrain, construire un lieu d'accueil pour lui? Si on estime que ça ne vous appartient pas, vous avez volé le terrain. Et ça, je parle à toutes les confessions religieuses. Si vous avez volé le terrain pour construire un temple, une mosquée, disons un lieu de culte pour évoquer Dieu, vous êtes sûr qu'il va venir parce que à l'origine vous êtes installé sur un espace qui ne vous appartient pas, vous l'avez volé. Si on va aller loin dans le raisonnement. Donc il faut également qu'on se dise, faut pas abuser au nom de Dieu, quoi. Dieu est juste. Et si réellement on veut être juste dans la façon de faire, on ne devrait pas faire ces choses-là pour construire une maison à son nom. Je ne pense pas qu'il ait besoin de ça. Parce qu'il a prêché autre chose que ça. D'ailleurs, dans les commandements de ces religions révélées, là, tu ne voleras pas. Je m'arrête là.
D'accord. Alors, d'aucuns estiment aussi qu'il faut se pencher sur la situation à Bobo, où effectivement deux communautés s'affrontent également autour d'un terrain. Pour d'autres, il faut également parer au plus précis pour qu'on n'arrive pas au pire. Mais nous, on est dans des gestions de cas par cas. On va encore voir comment on va trouver dans ce cas-là une solution de juste milieu pour l'équilibre des choses. Bon, j'ai dit que peut-être aussi il y a une question de... Vous parliez de courage, parce qu'il faut courageusement régler. J'ai dit pour ça il faut avoir du courage. Vous prenez les articles, vous allez lire un peu sur Internet, vous allez voir comment les questions religieuses sont quelquefois traitées ailleurs. Vous allez voir des centaines d'édifices religieux qui ont été fermés, nuisances sonores. Rwanda pareil, Ghana à côté pareil. Parce qu'il y a des plaintes mais c'est traité. Et même, il y a des pays où même pour le non-respect de certaines règles hygiéniques, on ferme. Parce qu'ils s'assument sur certaines questions et ils ne rentrent pas dans certaines considérations. Mais chez nous, vous vous amusez à fonctionner comme ça aussi, vous risquez de créer un effet contraire. Parce qu'il y a des sensibilités dont il faut tenir compte. Donc, forcément, on n'est pas forcément dans les mêmes réalités. Mais il y a du courage à avoir sur certains cas. Comme celui que nous évoquions tout à l'heure. Il y a un courage à avoir sur certains cas. Sinon, vous créez des précédents qui sont majeurs. Il y a des choses qu'on peut accepter, on peut essayer d'arrondir certains angles. Mais quand vous avez des décisions de justice, vous avez quelqu'un qui se fait exproprier. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. À un moment donné, il faut savoir poser des balises qu'on ne dépasse pas. Sinon, vous faites de certains des plus que puissants au nom de sensibilités qu'il faut préserver. C'est pas parce qu'on doit préserver certaines sensibilités que ça donne le droit de se marcher dessus. Non, laissez tomber dans l'huile, c'est pas grave. Mais il va continuer de marcher, avancer. C'est comme ça le problème. Donc à un moment donné, il y a un État qui doit s'assumer pour dire il y a des lignes qu'on ne dépasse pas. Et dans ce qui s'est passé, je trouve qu'on n'a pas forcément bien résolu on n'a pas vraiment donné la bonne solution. Vous parlez du cas de Bobo Dioulasso, on va encore aller au cas par cas. Mais le problème c'est que le cas fait jurisprudence. C'est ça. Et donc, quand c'est pas bien fait, ça fait tache d'huile. Ça ne fait pas leçon, ça fait tache d'huile. Ça veut dire que demain, vous allez régler autrement la question. Si ça se répète dans le même cadre, où on vient exproprier quelqu'un parce qu'on a payé 3-4 briques et puis après, on vient piller là, ça devient un problème. Mais attendez, vous avez trouvé la solution la dernière fois là. Le gars, on lui a attribué notre parcelle. Pourquoi cette fois-ci là, vous voulez nous fatiguer? Appliquer la même chose. Mais c'est ça. C'est là où il y a problème. À un moment donné, il faut qu'on se donne des leçons. Parce que c'est comme ça, ça continue. Il faut se donner des leçons. D'accord. Merci, messieurs les juges. Alors, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette convocation. C'est vrai qu'on avait prévu de jeter un regard sur la saisie de 10 000 pains industriels contrefaits, importés et imprimés au motif de Faso d'Anfani. Et pour apporter justement un jugement conséquent à cette actualité-là, nous allons ramener cela à une autre convocation pour pouvoir apporter des clés de lecture. Mais en attendant, nous allons vous dire merci pour ce qui a été donné comme réponse concernant les deux sujets que nous avons eu à évoquer, notamment la déclaration de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche sur la crise qui secoue actuellement le monde scolaire. Nous avons également donné notre regard sur la décision apportée par le gouvernement sur l'affaire dite mosquée de Pazani. On se donne rendez-vous lundi pour faire le même exercice, apporter un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, nous allons vous demander, téléspectateurs et auditeurs, de rester fidèles aux médias leaders Twi TV et Watt FM. Excellente journée.